Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Depuis 1 an, j'ai reçu des aquarellistes, des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des do-it-yourself. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Aujourd'hui, je reçois une experte, comme je l'ai déjà fait dans l'épisode 29 avec Aurélie de 3S de Citron, experte Instagram, et dans l'épisode 35 avec Cécilia de Digitoucan, experte Pinterest. Pour ce 41e épisode, je vous propose donc de plonger dans les méandres de l'administratif et de la gestion avec Stéphanie qui a créé J'aime la paperasse. Pour beaucoup d'entrepreneurs, l'administratif, la compta, les papiers, les obligations légales, c'est un peu un cauchemar. Si c'est votre cas, vous allez vous régaler avec tous les conseils de Stéphanie. Stéphanie s'est lancée il y a 2 ans, d'abord avec son blog, puis avec des formations en ligne et un accompagnement personnalisé. Elle nous aide à nous lancer et à avancer pas à pas dans notre projet d'entreprise, avec le plus de sérénité possible. Son truc à Stéphanie, c'est d'être dans les coulisses des entreprises, aux côtés des entrepreneurs, créatifs ou pas. On a donc beaucoup parlé micro-entreprise, seuil de chiffre d'affaires, charges, statut juridique, facturation, tri des papiers, organisation, formation et encore plein d'autres sujets. Ça devrait vous aider à y voir plus clair. Bonne écoute! Bonjour Stéphanie, je suis très contente de passer un petit moment avec toi pour parler entrepreneuriat et création d'entreprise aujourd'hui. Salut Mélanie, moi aussi ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Alors Stéphanie, tu as un compte Instagram qui s'appelle J'aime la paperasse. Outre le fait que c'est assez rigolo comme nom, assez inattendu d'aimer la paperasse, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et te présenter s'il te plaît? Alors mon but c'est surtout d'aider les gens à aimer la paperasse, bon c'est peut-être beaucoup, mais aider les entrepreneurs en fait à s'en sortir avec tout ce qui est administratif. Donc pour ça j'ai le blog j'aime-la-paperasse.com. Je suis présente donc sur Instagram et je propose surtout des formations en ligne pour démêler tout ça et comprendre pas à pas comment ça fonctionne. Parce que c'est pas tout à fait simple. Alors, quand on est en micro-entreprise, on peut pas non plus dire que ce soit très compliqué. Est-ce que je m'avance un peu trop? Ah, c'est plus simple quand on est en micro-entreprise que quand on est dans un autre statut. Ah ben ça c'est sûr, c'est 2 mondes différents. La Bon, micro-entreprise, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. ouais. Donc la micro-entreprise, c'est ce qu'on appelait avant l'auto-entreprise. Oui, c'est ça. Tu sais pourquoi ils ont changé de nom? En fait, il y a eu des petits changements dans la forme et D'accord. après tout est passé. À un moment, on avait un peu 2 statuts parallèles, mais voilà, c'est souvent quand il y a des changements, en même temps on profite pour changer le nom, pour marquer le coup tout simplement, mais aujourd'hui c'est strictement la même chose, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est pareil. Bon, ça marche. Alors, si je veux monter ma petite entreprise complètement au hasard de vente de cartes, parce que moi je fais des cartes dans mes loisirs créatifs. Alors, je vais D'accord. prendre mon exemple. Plus simple pour moi aussi de parler de ce que je connais et des questions que je pourrais avoir, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie demain matin de monter mon entreprise, hein, mais c'est pour que tout le monde puisse se projeter facilement. Voilà. Alors, Stéphanie, je veux monter mon entreprise. Je vends aujourd'hui un peu sur Etsy et je vends à gauche à droite, mais je me suis pas déclarée. D'une, j'imagine que tu vas me dire que c'est pas top. En fait, c'est une question de montant. Est-ce que c'est vraiment une activité professionnelle ou pas? Parce D'accord. que concrètement, si tu vends pour 100 euros, même 500 euros par an, c'est pas avec ça que tu vas vivre. Non. On est très loin d'une activité professionnelle, donc tu vas déclarer tes revenus, mais plutôt en activité non professionnelle. Et donc, il y a ce seuil de tolérance, c'est ça qui existe un petit peu comme si je vendais des choses sur le Bon Coin et que ça me rapporte quelques euros. Est-ce que c'est la réalité, ça, ou c'est un fantasme ou une mauvaise chose qu'on a en tête, qui a ce seuil de tolérance de la part des impôts, par exemple? Alors oui et non. Ça, c'est une question qui revient souvent. On me dit, ben voilà, oui, on me parle de seuil de tolérance et souvent on me donne même un montant. Ah ouais. Dans les textes, non, il n'y a pas de montant
en dessous duquel c'est bon, on n'a pas besoin de déclarer. D'accord. Normalement, quand c'est une activité professionnelle, dès le premier euro, ça doit être déclaré. Donc la question, c'est vraiment, est-ce que c'est une activité professionnelle ou est-ce que c'est simplement un loisir qui accidentellement a généré quelques revenus? Ouais. Bon. Alors, maintenant, c'est mon activité professionnelle, je veux en vivre. J'ai des Mhm. grandes ambitions pour la vente de mes cartes. Et donc, j'ai une boutique Etsy, j'ai éventuellement un site e-commerce que j'ai créé, que Mhm. j'héberge, etc. Et là, je commence vraiment à communiquer aussi largement sur Instagram et vraiment dans une logique de vente. Pas simplement où je présente mes cartes et voilà, accidentellement, comme tu l'as dit, quelqu'un pourrait me dire, bah tiens, j'ai envie de t'en acheter une. Alors voilà, là, je suis plutôt dans une démarche professionnelle. Par où je dois commencer? Ah, par où commencer? Vraiment pour créer ton activité? Ouais, Alors l'inscription, elle est très simple. C'est la partie la plus simple. Donc pour ça, tu as plusieurs sites officiels qui te permettent de faire ce qu'on appelle la déclaration d'activité. Donc c'est dire, voilà, à telle date, j'ai commencé mon activité professionnelle, donner des informations sur toi, sur ton activité. Et c'est ce qui va donner vraiment naissance à ton entreprise. d'accord. Et mon entreprise, c'est comme toute entreprise commerciale qui va exister. Enfin, il va y avoir une raison sociale qui peut être différente de la marque. Ou quand tu es en micro-entreprise, c'est la même chose, il n'y a pas de distinction. Ah, quand tu es en micro-entreprise, en fait, c'est une entreprise individuelle que tu crées avec D'accord, quelques aménagements pour que ce soit simplifié. d'accord, Donc, c'est forcément en ton nom propre. Après, tu peux quand même mettre un nom commercial, d'accord, mais l'entreprise, elle est forcément en ton nom. d'accord, ok. Alors, tu as un podcast qui s'appelle Suis ton flow, Oui, c'est bien ça, oui, c'est ça. où là, tu as une petite dizaine d'épisodes, et justement, dans un des épisodes, tu abordais la question de l'argent. Qu'est-ce que ça coûte de créer une entreprise? Et j'ai bien aimé l'épisode parce que justement, tu faisais le distinguo entre ce que ça coûte vraiment à la création de la micro-entreprise, donc pas Mhm. grand-chose, mais tu vas nous dire. Et puis, il y a vraiment derrière le run, quoi, l'activité pour qu'elle existe, bah, tu as tout un tas de coûts de fonctionnement. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, la micro-entreprise, donc au niveau de l'inscription, c'est gratuit. Les démarches sont gratuites, même bah, comme toi dans ton activité, donc tu dois être inscrite en tant qu'artisan. Normalement, c'est payant, mais pour les micro-entrepreneurs, exceptionnellement, c'est gratuit. Donc voilà, souvent on retient ça. La micro-entreprise, voilà, l'inscription c'est gratuit et puis après les coûts de fonctionnement, bah, c'est surtout les cotisations sociales qui pèsent assez lourd puisqu'on est à 11% pour les ventes, 22% pour les prestations de services, donc c'est quand même pas mal. Après, donc on a encore quelques autres charges, mais qui pèsent moins lourd. Mais il ne faut pas oublier que pour faire fonctionner son entreprise, ah ben, on a forcément des coûts de fonctionnement, quoi. Ouais, donc tu disais dans cet épisode, tu parles tu citais ton exemple avec Tailwind pour poster Mm. sur Pinterest. Il y a effectivement si tu as ton logiciel de compta, si tu as, enfin, là tu parlais aussi de la plateforme de podcast, etc. Tu as tout un tas de petits coûts comme ça qui s'additionnent et qui font que ça veut dire que tous les mois tu vas avoir tous ces coûts à supporter. Oui, c'est exactement ça. Et souvent, on a tendance à les négliger parce que on ne se rend pas forcément compte de ce que ça fait ben, en cumul, en fait. Ouais. Parce que des petits abonnements, 10 euros, 15 euros, bah oui, mais quand on additionne tout, finalement, ça vaut le coup de se poser la question de si l'activité est rentable, bah, surtout quand on démarre. Parce qu'on a tous ces frais, mais il faut prendre en compte tous ces frais pour calculer ses tarifs, du coup. Oui, mais après, on peut imaginer aussi que tu vises pas la rentabilité tout de suite. Tu vas te dire, bon, bah, ok, je sais que je vais investir, je vais dire n'importe quoi, peut-être 5 000 € cette année pour lancer mon activité et que c'est pas 5 000 € que tu as besoin d'avoir tout de suite sur ton compte bancaire, peut-être, mais tu sais que progressivement, tu vas avoir des coûts à supporter, des choses que tu vas acheter pour lancer ton activité, des prestations que tu vas payer. Et voilà, il faut prévoir aussi cet argent dès le départ. Alors oui, c'est vrai. Surtout quand on démarre, forcément, on a certains investissements, ne serait-ce que bah, pour se former, par exemple, ou comme tu disais, faire appel à des prestataires.
Mais il faut quand même prendre en compte tout ça. En fait, tu as d'un côté les investissements, donc qui vont être assez ponctuels, mais d'un autre côté, tu as quand même des frais qui seront présents en permanence. Donc, il ne faut pas les perdre de vue au moment où tu vas fixer tes tarifs Ouais. ou même décider de ton activité, comment tu l'amènes, quel type de clientèle. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte pour, même si t'es pas forcément dans une optique de rentabilité vraiment tout de suite, mais t'es pas là pour couler non plus, quoi. Oui, parce que une des choses que tu rappelles aussi, c'est que bon, en France, on a un peu cette mentalité de c'est pas bien de gagner de l'argent, mais en l'occurrence, si on lance une entreprise, c'est quand même pour gagner de l'argent, se dégager un salaire et donc pouvoir en vivre, quoi. Ben oui, normalement. Donc il faut être assez à l'aise sur le sujet, en fait. Il faut. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est même quelque chose qui me surprend quand on est dans le milieu de l'entrepreneuriat et qu'on retrouve encore un peu ce tabou autour de l'argent. Et il y a des gens qui créent leur entreprise, mais en même temps, on sent qu'il y a un malaise, qui veulent pas trop gagner parce que gagner de Ouais, l'argent, c'est pas bien. Après, bon, c'est toute une culture, voilà, ce sont des choses qui se travaillent, hein, d'être à l'aise pour recevoir de l'argent, c'est pas évident, hein. Même si je prends ma propre expérience, quand je vois les tarifs que j'ai pratiqués au tout début et les tarifs que je fais aujourd'hui, bah c'est pas la même chose parce qu'au début ça fait bizarre de se dire bon ben là on me paye directement pour mon service. Mais ouais. oui ça se travaille. Bon, ouais, ça se travaille et ça vient avec l'expérience aussi et peut-être le fait aussi de voir que finalement les tarifs étaient trop bas et qu'on n'arrive pas justement à en vivre. Oui, et puis même quand on arrive à en vivre, en fait, Ouais, on il a faut tendance au accepter. départ à... Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que ça joue vraiment beaucoup de se rendre compte de la valeur, en fait, du service ou du produit, voilà, toute la valeur qu'il y a derrière, qui n'a rien à voir avec le prix du matériel que tu as mis dedans, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, si par exemple, tu as mis 10 ans avant d'arriver à faire quelque chose, alors 10 ans, c'est peut-être un mauvais exemple, mais tu as mis 2 ans à te former et à être expert d'un sujet, c'est forcément ce temps de formation et d'apprentissage, il faut arriver à le valoriser. Oui. Et puis tout le temps que tu ne factures pas aussi, hein, parce que Ouais, dans le fonctionnement de ton entreprise, il n'y a pas que le temps que tu vas passer vraiment avec donc, tes clients si tu es en prestation de service ou dans la fabrication de ton produit. Tout le temps de gestion ou simplement de penser, de développer, de mettre en place une stratégie, de communiquer, tout ça c'est du temps que tu ne factures pas, mais il est là. Pendant que tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'invités du podcast Fémin qui ont souvent mis ça en avant. Au départ, je me souviens la première créatrice qui en a parlé, c'était Marie de Tribulation de Marie, qui disait finalement, je dois passer, alors je me souviens plus du pourcentage exact, mais c'était elle doit peut-être passer 10% de son temps vraiment à peindre, parce elle donne des formations pour l'aquarelle. Mhm. Et donc, c'est vrai qu'au départ, je me dis, waouh, finalement, c'est très peu, quoi. Et donc, il y a tout ce temps administratif et de gestion, comme tu dis, qu'il faut quand même valoriser parce que ça fait partie du job et il faut aussi que tu sois, enfin, que ce boulot-là, finalement, soit payé. Ah bah oui. Bon, ça marche. Tu parlais des charges sociales tout à l'heure. On est à 11% pour les ventes et 22% pour les prestations de services. Et ça, c'est dès le premier euro encaissé. Oui, alors pas toujours, parce que certaines personnes vont avoir droit à une aide au moment de la création d'entreprise qui s'appelle l'ACRE et qui D'accord. consiste à réduire les cotisations sociales pendant la première année. Donc si on en bénéficie, à ce moment-là, la première année, on va payer moitié moins. D'accord. Mais ça veut dire que de toute façon, sur toutes les ventes que je vais faire, que ce soit de produits ou de services, j'aurai ces charges à payer, ces impôts à payer. Oui, Bon. exactement. Et je crois que tu conseillais justement de les mensualiser pour que finalement ça ressorte aussi vite que c'est rentré quelque part Mm. pour pas être embêté au niveau de la trésorerie, quoi. Oui, parce que on a le choix donc entre la déclaration mensuelle ou trimestrielle, en sachant qu'on paye au moment où on fait la déclaration.
Donc, c'est vrai que quand c'est trimestriel, ça revient 4 fois dans l'année, donc on a moins de contraintes administratives dans ce sens-là parce que ça revient moins souvent. Bon. Mais franchement, pour le temps que ça prend, parce que de toute façon, la comptabilité, il faut bien la suivre en permanence, je recommande toujours de plutôt le faire en mensuel parce que on n'a pas ce décalage à se dire, bon, il faut garder l'argent de côté parce qu'après, il faut se rappeler qu'il y aura les cotisations sociales. Là, voilà, on fait la comptabilité à la fin du mois, en début de mois suivant, on déclare, on paye tout de suite. Ouais, d'accord. Comme ça, on est vraiment clean, quoi. Ouais. Et alors, je parlais de trésorerie, je ne sais pas si c'est un terme avec lequel tout le monde est à l'aise. Tu peux nous donner une petite définition? La trésorerie, en fait, ça va être l'argent dont on dispose vraiment, qui est vraiment sur le compte. Et pour ça, il faut prendre en compte que on peut avoir des paiements qui vont être différés. On a vendu, on a créé, mais on n'est pas encore payé. Et il y a les dépenses qu'on doit assumer pendant ce temps. Donc c'est pour Ouais. ça que c'est important d'avoir la gestion de son argent. Ouais. Et alors, l'entrepreneur, le micro-entrepreneur, euh, ce compte bancaire, donc il a son nom. Pour autant, est-ce qu'il pioche dedans pour se payer? C'est bien ça le principe, ou pas? Oui. Ouais. Et tu te fais une feuille de paye en tant que micro-entrepreneur? Comment tu gères cette partie-là, en fait, qui est justement, est-ce que finalement, il faut que tu fasses un choix en te disant, bon, alors je dis n'importe quoi, là, j'ai 5 000 euros sur mon compte, mais je sais que je vais avoir telle et telle charge, tel débit à payer. Et donc, là, ce mois-ci, je vais prendre 500 euros, admettons, enfin, peu importe les montants, mais c'est comme ça que ça va fonctionner concrètement? Alors concrètement, donc il n'y a pas de fiche de paie, ça c'est vraiment le système des salariés. Mmh. On a bien quelques types d'entreprises qui permettent d'avoir quand même des fiches de paie, mais en micro-entreprise, on est vraiment dans la simplicité, donc il n'y a pas tout ça. On prélève juste D'accord. l'argent sur le compte. Après, dans la gestion, pour en dire le fonctionnement que j'ai, par exemple, dans mon entreprise, donc chaque mois, les revenus, ils vont fluctuer plus ou Mmh. moins, parfois de manière très importante. D'un mois à un autre, il peut y avoir beaucoup de différences. Donc, quand on a assez de visibilité sur ses revenus, on sait quand même à peu près ce qu'on peut prélever. Sur une année, voilà, on peut faire globalement, bon, une année c'est peut-être beaucoup, mais même sur un trimestre pour lisser un petit peu ses revenus. Mais sinon, donc le fonctionnement, c'est donc on a le montant qu'on a perçu au titre d'un mois, on va dire, donc pour un mois. Il y a un montant donc qui va revenir aux cotisations sociales, impôts, payer toutes les charges obligatoires. Mmh. Un certain montant qui va correspondre aux charges de fonctionnement, donc par exemple tous les abonnements, bien Mmh. qu'ils soient prélevés. Donc tout ça, ça reste sur le compte pour pouvoir payer toutes les charges. Mmh. Je prélève toujours une partie que je vais mettre de côté comme épargne pour mon entreprise, pour après faire des investissements ou si j'ai un mois plus difficile ou voilà. C'est vraiment l'épargne de sécurité que je crée au fur et à mesure. Et tu mets Et sur dans un le autre compte reste, bancaire? je mets sur un autre compte, oui. Je D'accord. préfère garder vraiment juste l'argent pour les paiements sur le compte, Ouais, donc pour les avec une dépenses légère courantes. marge, hein. Ouais. Mais mon épargne vraiment, je la crée sur un autre compte. Ouais, ouais, d'accord. Et après, une fois que j'ai déduit tout ça, je peux payer mon salaire. Ouais, d'accord. Ok. Alors moi, j'ai toujours eu, je crois, une fausse idée sur la micro-entreprise et à l'époque auto-entreprise. Je me disais qu'il n'y avait pas justement ces charges sociales et qu'en fait les revenus étaient intégrés à tes impôts sur le revenu. J'avais complètement faux. T'as bien ces charges sociales à payer tous les mois ou au Oui, trimestre. alors, en fait, ce sont deux choses différentes. Tu as d'un côté les charges sociales et d'un autre côté les impôts. Ouais. Donc, les charges sociales, ça, faut pas chercher, t'es en micro-entreprise, tous les mois ou tous les trimestres, tu paies tes cotisations sociales. Voilà, t'es 11% ou t'es 22%. Ça, c'est pareil Ok. pour tout le monde. Après, pour les impôts, effectivement, donc il y a deux fonctionnements. Donc, tu peux prendre ce qu'on appelle l'option pour le versement libératoire. Donc, ça consiste à payer un peu plus au moment de tes cotisations sociales et comme ça paye l'impôt en même temps. D'accord. Ou alors,
Si tu ne fais pas ça, c'est inclus effectivement dans tous tes revenus, exactement comme pour les salaires. D'accord. Ok. Ça s'intègre sur ta feuille d'imposition, Oui. enfin sur ta déclaration d'imposition, pour être plus précise. Par contre, ça remonte pas automatiquement, comme quand tu es salarié, où tu as déjà tous tes salaires qui sont remontés par ton employeur à l'administration fiscale. Non, aujourd'hui, c'est encore à toi de déclarer le montant. Après, bon, l'administration est en mesure de faire des recoupements, hein. Ça n'est pas automatique aujourd'hui. D'accord. Et par contre, ce que je vais déclarer en tant que salaire, c'est bien ce que moi j'ai prélevé en tant que salaire. C'est pas ce qu'il y a sur le compte bancaire, par exemple, de l'entreprise. C'est bien les revenus que j'ai générés, que j'ai prélevés sur le compte bancaire de l'entreprise pour me payer. C'est bien ces revenus-là que j'ai déclarés. Pas du tout, surtout pas. Ah, alors vas-y, dis-moi. Non, parce que bah, tu n'es pas salarié. Et donc, en micro-entreprise, ce qui va être considéré comme revenu à déclarer, c'est ton chiffre d'affaires. D'accord. Donc, ce qui est arrivé sur ton compte bancaire. Après, bon, dans la pratique, il y a des calculs derrière qui sont automatiques et qui permettent de déduire un certain montant de charges. Donc, tu vas pas réellement payer les impôts sur tout ton chiffre d'affaires, mais Mhm. toi, tu dois bien déclarer le chiffre d'affaires et après, les calculs sont faits automatiquement. D'accord. Comme finalement, si je fais le parallèle avec le salaire, donc dans le traitement et salaire sur les impôts, tu as, je crois que c'est un abattement de 10%. Oui, Voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu as cet abattement. Et ben là, c'est un peu pareil. Tu as cet abattement exactement. sur le chiffre d'affaires que tu vas déclarer. D'accord. C'est exactement ça, exactement pareil, oui. Et alors, il me semble aussi avoir compris à l'époque, parce que j'ai jamais tellement regardé, hein. Quand je dis je parle pas nécessairement pour moi parce que j'ai pas l'intention tout de suite de faire ce genre d'opération, mais c'est pour que tout le monde puisse se projeter. Donc, il me semblait à l'époque, quand j'avais regardé, mais au tout début de l'auto-entreprise, euh, que tu ne déduis pas le matériel comment dire, qui te sert à fabriquer tes produits, si tu es dans la vente de produits. C'est bien ça? Exactement. C'est pour ça que j'insiste bien, c'est le chiffre d'affaires qu'il faut déclarer. Tu ne peux pas déduire toutes tes charges, en fait. Donc tout ce que tu as, si je reprends mon exemple de carte, tout le papier que j'achète, la machine de découpe, enfin, bref, tout ce dont j'ai besoin pour mon activité, finalement, je peux pas le déduire. Donc j'ai intérêt à ce que ça me coûte le moins cher pour que finalement, pour donc acheter en gros, enfin éviter d'acheter à des tarifs particuliers, pour que derrière j'ai la meilleure rentabilité possible de mon activité. Oui, ça dans tous les cas. Mais voilà, comme je te disais, en fait, c'est juste une mesure de simplification. C'est que du coup, tu n'as pas besoin de tenir une comptabilité avec Ouais, tes des recettes et factures. Ouais. aussi toutes tes charges. Mhm. Euh, Ta comptabilité, donc ça sera juste toutes tes recettes. Après, bon, dans certaines activités, il faut quand même suivre les achats, mais tu n'as pas vraiment la comptabilité comme dans n'importe quelle entreprise. Donc, après, au niveau de toutes les déclarations, tu vas juste déclarer ton chiffre d'affaires, ce que tu Ouais, as encaissé. Mais derrière, en fait, toutes ces charges, elles sont quand même prises en compte, mais de manière forfaitaire. Donc, au lieu d'accord. de compter vraiment chaque dépense, donc ton Au réel. papier, tes machines, etc., Mhm. on va considérer que toutes tes dépenses, ça représente, donc il y a différents forfaits de charges. Là, dans ton cas, donc ce sera probablement 50%, enfin ça dépend de ton activité exactement. D'accord. Donc 50% ou 71% de ton chiffre d'affaires. Ce sera déduit automatiquement dans les calculs et tu vas payer l'impôt sur ce qu'il reste. D'accord. Ah, c'est un abattement qui est quand même assez conséquent. Oui, oui, c'est 34% pour les activités libérales. Après, en activité commerciale ou artisanale, on est à 50% pour les prestations de services. Et bah, dans ton cas, donc c'est plus de la vente en fait, donc c'est 71%. D'accord. Bon. Oui, oui, alors ça va. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un pourcentage beaucoup plus faible. Ok. Et par contre, il n'y a pas du tout de gestion de TVA, hein. On est bien d'accord.
Il n'y a pas ce système où tu vas, quand tu vends, tu collectes la TVA, et quand tu achètes, donc tu payes la TVA, et que tu dois faire le solde pour la reverser à l'État tous les trimestres. J'imagine que c'est tous les trimestres. Il n'y a pas du tout ce système-là. Tout dépend de combien tu vends. Quand tu démarres ta micro-entreprise, il n'y a pas du tout de TVA. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la franchise. Donc tu es dispensé de tout ça, tu collectes pas, tu ne déduis pas, tu fonctionnes exactement comme un particulier au niveau de la TVA. Par contre, ça c'est jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires. Donc on est à 34 000 € plus ou moins pour les prestations de services, 85 000 pour les ventes. Si tu dépasses ce plafond, à ce moment-là, tu peux rester en micro-entreprise, mais tu auras la TVA à gérer. D'accord. Ça fait partie des choses qui ont évolué entre le statut d'auto-entrepreneur et de micro-entrepreneur? Ça a évolué même après. Ça, c'est depuis 2018. D'accord. Donc on voit bien qu'en fait, c'est pas simple tout ça. Et que c'est pour ça que toi, par exemple, tu proposes ce type aussi d'accompagnement. Parce que pour quelqu'un qui est pas spécialement à l'aise avec tous ces sujets-là, ça peut faire un peu peur. C'est ce que tu constates? C'est ça. En fait, quand on compare aux autres formes d'entreprise, la micro-entreprise, c'est vraiment basique. Ouais. Mais quand on ne vient pas du tout de cet univers, qu'on n'a pas l'habitude de gérer ce genre de choses, en fait, il y a des choses qui ne s'inventent pas, tout simplement. Si on ne les a pas apprises, on ne sait pas. C'est clair. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à savoir faire, savoir ce qu'il faut suivre, les différents chiffres. Et sur certaines questions, c'est quand même pas si évident. Oui, et puis parce que tu peux toujours, c'est comme pour tout en fait, tu peux toujours te débrouiller tout seul à chercher et à faire fouiller sur Internet, mais il y a un moment donné, tu trouveras pas forcément tout, et puis ça va te prendre super longtemps pour tout trouver, quoi. Oui, c'est surtout ça, parce que concrètement, les informations que je donne, dans la très très large majorité des cas, ce sont des informations qu'on peut trouver. L'avantage, c'est le gain de temps et puis avoir toutes les informations au même endroit qui sont actualisées. C'est voilà des soucis en moins. Et puis, il y a quand même certaines informations où c'est encore surprenant qu'on n'informe pas les entrepreneurs au moment où ils créent leur entreprise. Et après, voilà, c'est la surprise. J'ai déjà eu quelques clients qui ont la surprise de recevoir une relance, mais ils ne savaient même pas qu'ils avaient une déclaration à déposer. Ouais. Voilà, ou qui découvrent une dette qui date de plusieurs années. Il y a des choses comme ça. C'est dommage d'avoir un loupé. Souvent, c'est pas grand-chose à faire, hein. C'est une inscription, une déclaration. Mais si tu n'es pas au courant, tu ne le fais pas. Ouais, c'est ça. Et puis, j'imagine que parmi les gens que tu accompagnes, tu as peut-être aussi des gens qui ont un peu un profil de, comme on dit, de phobie administrative, non? Oui. Parce que c'est un peu angoissant, quoi, tous ces papiers. Toutes ces Oui, et puis déclarations. c'est ça, il y a un côté qui fait peur parce que c'est nouveau, c'est quand même plein de déclarations et puis des choses qu'on ne connaît pas forcément, des choses qu'on ne comprend pas forcément parce que je m'efforce de le dire de la manière la plus simple et claire possible en français, voilà, à la portée de tous. Mais quand on lit les textes, c'est du langage juridique et parfois même quand on est dedans, parfois il faut relire la phrase plusieurs fois pour comprendre où ils veulent en venir, après aller voir dans d'autres textes pour savoir comment interpréter ça. Et donc voilà, parfois c'est un vrai blocage en fait. Et après, quand on explique tranquillement, on comprend les choses étape par étape, on se rend compte que ça va. On peut quand même gérer, ça va. Et d'ailleurs, je crois que tu as un livre blanc que tu conseilles de télécharger qui est disponible gratuitement sur ton blog pour démarrer. Oui, avec des conseils justement pour ceux qui entrent dans cet univers, qui découvrent tout ça, y aller tranquillement avec des ressources, puisqu'il y a quand même pas mal de choses sur mon blog aussi. Donc voilà, je donne des conseils un peu partout. Et je crois que j'ai vu aussi un des épisodes que j'ai pas encore écouté qui était concernant comment créer son propre organisme de formation. Oui. Parce qu'il y a énormément de personnes qui donnent des formations sur Internet pour tout et n'importe quoi finalement. Enfin, pas, c'est pas tellement valorisant, mais pour tout un tas de domaines différents.
Et donc, en fait, quand on est organisme de formation agréé, éventuellement qu'on est datadocké, alors tu vas nous expliquer un peu tout ça, ça veut dire qu'on va pouvoir, nos apprenants, donc les personnes qui vont suivre nos formations, vont pouvoir faire financer ces formations par leur compte personnel de formation, ce qu'on appelle le CPF. Oui, alors je corrige juste un petit truc. On parle pas vraiment d'organisme de formation agréé. C'est plus une déclaration en fait pour s'enregistrer en tant qu'organisme de formation. Donc c'est plus déclaré, mais il n'y a pas D'accord. d'agrément vraiment. Donc Alors Datadoc, c'est quand même un agrément, et puis il y a Calliope, il y a tout un tas de choses quand même qui sont assez contraignantes au niveau des organismes de formation, non? alors il y a différents statuts, on va dire. Donc effectivement, à partir du moment où on s'enregistre comme organisme de formation, donc il y a quand même des choses qui sont vérifiées, hein. On n'arrive pas comme ça et puis hop, Ouais. je suis organisme de formation. Ouais. Donc ça, c'est la première étape donc, pour devenir organisme de formation avec cette déclaration. Après, ça n'ouvre pas droit au financement. Ouais, d'accord. Donc après, il y a d'autres étapes. Et donc le Datadog dont tu parlais, effectivement, là, il y a pas mal de critères qui sont vérifiés un à un, qui sont des critères qualité. Et une fois qu'on valide l'ensemble des critères, là, on est reconnu comme organisme de formation datadocké Ouais. et ça ouvre droit au financement. Par le CPF. Par le CPF pour certains types de formations. Donc comme moi, effectivement, j'ai fait le Datadoc et après, comme j'accompagne dans la création d'entreprises, c'est automatiquement éligible au CPF. Après, ce n'est pas le cas pour toutes les formations. Parfois, il y a d'autres démarches supplémentaires spécifiques pour le CPF. D'accord. Et typiquement, peut-être de proposer une certification à la fin de la formation? Pas nécessairement, D'accord, c'est pas obligatoire. non. Ok. Et ça, tu dirais que le jeu en vaut la chandelle, ou c'est quand même beaucoup de bazar administratif? C'est pas tellement joli, mais est-ce que finalement, ça vaut le coup de faire tout ce process de déclaration, de Datadoc, etc. Et de suivre tout ça, parce que la formation professionnelle, c'est un univers aussi assez mouvant, et surtout là, depuis ces quelques dernières années. Est-ce Mhm. que pour toi, ça vaut le coup de faire ça si je veux vendre de la formation? Franchement, c'est une question de stratégie. Je peux pas te dire oui Ouais, ou non. c'est pas, ouais, Euh, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est vraiment une question de stratégie selon tes produits, selon ta clientèle. Voilà, il y a plein de choses qui vont entrer en jeu parce que c'est vrai qu'après, au niveau même de l'organisation courante, ça demande quand même beaucoup plus que juste vendre ses produits, hein. Ouais. Il y a quand même un certain formalisme, un Mm. suivi. Voilà, il y a quand Parce même qu'il des démarches derrière. il faut que tu prouves finalement l'acquisition de compétences, parce que tout est orienté autour de ces compétences dans la formation professionnelle en ce moment. Et Mhm. donc, j'imagine que toi aussi, les gens qui suivent ta formation, bon, outre le côté très formalisme, comme tu disais, très formalisé de feuilles de présence, de conventions de formation, etc. Il y a aussi le côté de preuve finalement d'acquisition de compétences. Oui, mais bon, ça c'est Ça, c'est pas. pas le pire, ouais. Non, c'est pas le plus lourd, c'est parce que ça c'est vraiment à la mise en place au moment où tu vas faire les démarches ben, comme le Datadoc ou une certification, mais après une fois que c'est mis en place quoi. Après toi de ton côté, ben, tu continues de te former régulièrement, mais ça même si tu n'en avais pas l'obligation, tu le ferais quand même. Tu Ouais. continues d'améliorer tes services, ça pareil. Enfin pour moi c'est naturel, ce sont pas des choses que tu vas faire par contrainte. Mm. Donc non, c'est pas forcément le plus lourd. D'accord. Ok. Donc voilà, en fonction de à qui on veut vendre, le type de formation, certainement le prix aussi. Il y a peut-être une petite chose que j'ai pas dite, c'est que le fait de pouvoir faire financer les formations qu'on propose avec le compte personnel de formation, ça veut dire que peut-être que les personnes qui vont suivre les formations, elles vont avoir plus de facilité pour sauter le pas et faire cette formation, parce que du coup, elles n'auront pas elles-mêmes à financer.
ça sera pris en charge par leur CPF. Oui, c'est pour ça que c'est vraiment une question de stratégie. Tu vois, là, j'en ai discuté récemment avec quelqu'un qui propose également des formations. Et on comparait nos stratégies où pour elle, ça ne fait pas forcément sens par rapport aux contraintes, alors que dans mon cas, clairement, ça m'a permis de beaucoup développer mon activité parce que ça rend cette formation accessible et une très large majorité de ma clientèle, ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui à la base sont salariées, ont des droits à la formation, sont vraiment en démarrage, donc avec pas mal d'investissements, donc vont vraiment réfléchir à là où elles mettent leur argent. Et les fonds, ils sont là, donc autant les utiliser pour se former. C'est clair. Donc voilà, dans mon cas, c'était vraiment très pertinent et ça a fait une vraie différence. Et pour beaucoup de mes clients, il y en a quand même qui auraient acheté autrement, mais c'est vrai que ça facilite beaucoup, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Alors, donc pour la petite info, parce que souvent on ne sait pas trop quand on est salarié comment justement bénéficier d'une formation, il faut passer par le portail Mon compte formation, qui est un portail de l'État, qui est fait par la Caisse des dépôts et consignations, mais qui permet d'avoir accès à finalement l'intégralité du catalogue des formations en France qu'on peut suivre, parce que finalement tous les organismes de formation ont mis leur formation sur cette plateforme, et donc alors, le moteur de recherche est particulièrement pas évident à utiliser, ou du moins pour les entreprises qui sont de l'autre côté, les organismes de formation, s'arrachent un peu les cheveux. Hein, mais... ouais, très doucement. Parce que donc pour la petite histoire, je suis de ce côté-là aussi du business, côté organisme de formation, donc c'est pour ça que je connais un peu le sujet. Et voilà, donc en tout cas, en tant que futur apprenant, future personne qui va recevoir une formation, allez sur le portail Mon compte formation. Pour trouver une formation, bon, évidemment, vous pouvez aussi chercher sur votre moteur de recherche préféré, et après, aller voir si effectivement les formations sont éligibles au CPF, et à les retrouver sur Mon compte formation. Oui, il ne faut pas hésiter à même contacter directement l'organisme de formation, parce que tous les organismes de formation qui sont qui ont fait toutes ces démarches qualité, etc., et même qui sont certifiés, n'ont pas forcément leur formation sur Mon compte formation et ne sont pas forcément éligibles au CPF, ou alors elles le sont, mais le moteur de recherche étant ce qu'il est, on ne les retrouve pas. Exactement. Ouais, donc il vaut toujours mieux les contacter directement. Et puis ça peut aussi permettre de voir qu'il y a d'autres moyens de financement. Quand ce n'est pas possible avec le CPF, parfois on a quand même d'autres droits qui permettent de le faire. Donc il ne faut pas hésiter à demander directement à l'organisme de formation, surtout que derrière on se charge de presque tout en fait au niveau des formalités pour mettre en place le financement. Ouais, c'est clair. Après, c'est pour le salarié, enfin pour la personne qui va être formée, c'est 15 fois plus simple de faire toute cette démarche-là que ça l'était il y a 10 ans, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Donc même en remontant juste à il y a quelques mois. Oui, oui, c'est pas faux. Parce que c'est oui, vrai que c'est pas très vieux tout ça, oui. C'est ça date de novembre 2019. Et ma propre formation, qui était éligible au CPF, je n'arrivais pas à la retrouver. Sur Mon compte formation, c'est terrible. Ouais, c'était juste avant mon compte formation, justement. Avec l'ancien système, c'était franchement compliqué d'utiliser son CPF ou pour ceux qui avaient encore le DIF. Et là, avec la nouvelle plateforme, franchement, c'est devenu vraiment simple, c'est rapide. Il n'y a plus l'intermédiaire de l'employeur ou Pôle emploi ou X personnes. On fait tout en direct, en temps réel, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable et très simple. Ouais. Non, c'est vraiment bien. Donc, et ça, c'est valable qu'on soit salarié dans le privé ou qu'on soit fonctionnaire. Hein. Ça marche pareil. Fonctionnaire. Non. J'ai cru comprendre que tu étais fonctionnaire avant. Oui, et c'est toujours compliqué. Les fonctionnaires ont un CPF, mais les critères sont différents. Ouais. La manière d'utiliser son CPF est différente et ça passe toujours par l'employeur. Donc, les fonctionnaires ont accès à Mon compte formation, mais uniquement pour consulter leurs droits et pas pour utiliser. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, ça va venir avec le temps. Peut-être. Ne se prononce pas.
Ok. Bon, alors comment t'en es venue à cette activité, Stéphanie? Parce que justement, donc, dans un des podcasts, tu disais que tu étais fonctionnaire avant. Toi aussi, tu t'es reconvertie, c'est ça? Oui, en fait, j'ai toujours été dans plus ou moins lié au monde de l'entreprise. Dès mes études, hein, à la base, j'étais en comptabilité. Sauf que je me suis arrêtée en cours de route parce que l'expertise comptable, je ne m'y voyais pas du tout. Et ben voilà, je, pour des raisons de déontologie, je ne m'étends pas trop sur la partie fonction publique. Parfait, pas de souci. Mais j'ai toujours eu ce côté. En fait, j'aime être aux côtés de l'entrepreneur, voir les coulisses de l'entreprise, surtout la petite entreprise. Et tout est parti du blog où je donnais des conseils, des explications pour rendre tout ça plus accessible parce que voilà, parfois on trouve les informations mais on ne comprend pas. Ouais. Et au fil de l'eau, c'est devenu mon activité. Voilà, parce que forcément, les gens se tournaient vers moi pour poser des questions et c'est comme ça que j'ai construit la première formation, donc pour donner tous ces conseils. D'accord, génial. Et ça fait combien de temps maintenant? Là, ça fait 2 ans. D'accord. Bon, bah génial. Et tu as eu un déclic pour vraiment passer le cap et justement te mettre à ton compte et justement ne plus avoir cet emploi à vie, parce que j'emploie le terme parce que justement tu en parles dans un de tes podcasts, et d'avoir cette sécurité de l'emploi, bon, il peut y avoir un certain inconfort au changement. Comment ça s'est passé pour toi? Ah, c'est sûr que c'est un changement difficile, hein. Déjà, une reconversion professionnelle, c'est quand Ouais, même un gros changement. et c'est beaucoup de courage, je trouve. Et Hyper courageux. forcément, quand on quitte un emploi de fonctionnaire, en plus, pour moi, un emploi plutôt bien payé, qu'on a cette sécurité de l'emploi, voilà, on sait ce qu'on quitte, c'est pas si évident. Ouais. Après, pour moi, la question c'est quand même réglée parce que même s'il y a toute cette contrainte, voilà, cette pression à se dire, est-ce que je fais le bon choix? Parce que d'un côté, il y a cette sécurité, d'un autre côté, voilà, quand on est indépendant, Ouais. on perd tous ses avantages, hein. Mm. Mais pour moi, c'est simplement que je ne m'y retrouvais pas. Ouais. Je pense que à la base, j'ai le tempérament en fait pour être dans l'entrepreneuriat, donc Mm. voilà, c'est au final, j'avais besoin de ce changement. Ouais, ouais. Et alors, tu me sembles toute jeune. T'as quel âge? Si c'est pas indiscret. 31 ans. Ah ouais, donc effectivement. T'as changé de vie déjà après quelques années alors, j'allais dire salariat, mais du coup c'est pas du salariat, mais après quelques années de carrière dans la fonction publique et voilà, t'as pas fait ça à 45 ans, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, mais bon, j'ai eu le temps de faire quelques années quand même, hein. Oui, 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 non, mais voilà, donc c'est pour ça que tu as déjà finalement eu toute cette expérience et tu fais ce changement de vie à un moment aussi où justement, dans des vies de femmes, c'est pas forcément évident de faire ces changements-là parce que potentiellement on va avoir des enfants et tout ça et que d'être justement, ça tombe bien parce que je voulais en parler, d'être à son compte, toute la partie liée à la santé, à la sécurité sociale, la mutuelle et tout ça, c'est pareil, ça doit faire pas mal de changements. Oui, c'est vrai que oui. Au niveau sécurité, prise en charge, c'est beaucoup moins avantageux pour les indépendants. Après, pour moi, ça s'est fait dans l'autre sens en fait. Justement, comme pour beaucoup de femmes, c'est au moment où j'ai eu mes enfants que voilà, on fait une pause. On Ouais, fait une pause du monde du travail et toutes ces questions reviennent de ces choix de vie, ces choix ouais, professionnels, comment ça impacte la vie quotidienne, ce qu'on veut vraiment faire et à partir de là, on cogite beaucoup et c'est très souvent là qu'il y a un déclic. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et toi, tu avais déjà tes enfants quand tu... Enfin, tu étais encore fonctionnaire quand tu as eu tes enfants. Oui,
D'accord. Bah du coup mon entreprise, en fait mon blog est né en même temps que mon deuxième enfant. D'accord. Et donc voilà, après c'est pour ça que j'ai commencé tranquillement. Après bon, j'étais quand même à temps partiel parce que il y a un moment où c'est énorme à gérer. Il y en a qui le font hein, de gérer une entreprise tout en étant salarié à temps plein, mais Ouais. ça plus la vie de famille avec des jeunes enfants, il y a un moment où ça fait quand même beaucoup. Ouais, c'est clair. Et alors, si c'est pas mon cas, j'ai 25 ans, je me mets à mon compte et je sais que je vais avoir envie d'avoir des enfants et si tout fonctionne bien, je vais avoir des enfants. Comment on se gère alors déjà, même avant de parler de congé maternité, pour bénéficier de la sécurité sociale et donc avoir cette couverture maladie, tu as des démarches spécifiques à faire, j'imagine? Bah, la couverture vraiment santé, elle est universelle. Donc Oui, la bon CMU. ça, enfin je veux dire pour la prise en charge des soins, quel que soit son statut, la prise en charge elle va être la même. D'accord, Vraiment au niveau bah, sécurité sociale basique, soins. Voilà. d'accord. Après, pour ce qui est des prestations, bah, par exemple le fait d'être en arrêt maladie, du congé maternité, voilà, là c'est très différent et ce n'est pas automatique quand on est indépendant. Alors par contre là, je ne vais pas m'avancer à te dire les éléments exacts parce que ça c'est une partie que je n'ai pas encore développée D'accord. dans mes formations, toute la partie justement sociale, sécurité Ouais. sociale et tout ça. Mais c'est vrai que surtout pour la maternité, ça peut être compliqué. Il y a quand même des femmes qui n'ont pas droit à grand-chose, voire rien du tout. Ouais. Donc c'est à savoir et vraiment se renseigner sur son dossier personnel où parfois il y a des couacs même dans la gestion du dossier pour la prise en charge. Ouais. Ouais, donc c'est dommage, mais ça devrait pas être un sujet, mais c'en est quand même un, quoi. Oui, malheureusement, oui. Ça évolue, mais doucement. Ouais, C'est sûr qu'il y a encore du chemin, oui. ok. Donc il faut potentiellement s'attendre à ce que cette période-là soit un petit peu moins évidemment productive, parce qu'en plus on ne sait pas la grossesse qu'on va avoir. Donc ça peut très bien se passer et on va pouvoir travailler jusque, je sais pas, à 8 mois ou 8 mois et demi. Et aussi potentiellement, on peut devoir arrêter de travailler assez tôt dans la grossesse. Et Mhm. donc, du coup, il faut quand même l'avoir imaginé, l'avoir un peu anticipé. C'est sûr, oui. Surtout Ouais. que, bah, après, pour le calcul des droits, bah, c'est quand même par rapport aux revenus, quoi. Donc, Ouais, ça peut être, un peu ça peut compliqué. être assez limité, oui. Ouais. Bon, pour autant, il faut quand même, il faut pas que ça nous freine sur le désir d'entreprendre. Non, c'est sûr. Après, c'est surtout qu'il faut avoir tout ça en tête, pardon, que ce ne soit pas vraiment la surprise. Donc, Ouais, à partir du moment où on sait que ben on est femme, on a ce statut d'indépendante ou on veut aller vers ce statut d'indépendante et il y a la question de la maternité, c'est vrai que c'est une question à se poser. ouais, d'accord. Bon, ça fait partie de la vie. Oui. Après, voilà, il faut, c'est peut-être aussi le moment de voir le projet de vie commun, quoi, parce que si ça veut dire que il y a forcément un couple derrière ce projet de grossesse, et donc c'est peut-être aussi quelque chose, enfin, c'est forcément quelque chose à envisager à deux, de toute façon. Oui, après, voilà, la question là, disons, ce qui est embêtant, c'est que ça se pose dès le congé maternité, mais beaucoup de femmes vont le vivre au moment du congé parental, parce que même si, voilà, on essaye de faire ça évoluer et, à marche forcée que les hommes prennent des mois de congé parental, concrètement, on sait très bien que généralement, ce sont plutôt les femmes qui le font, Ouais, et bah, la perte de revenus, elle peut être énorme, hein. Donc voilà, après ce sont vraiment des choix de vie, ça peut être jonglé pendant quelques mois, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je dis ça parce que je l'ai vécu avec un an de congé parental. Euh, voilà, après c'est sûr que quand on peut anticiper pour avoir assez d'épargne pour faire face, ouais. c'est plus confortable, ça c'est sûr. Mm.
Bon, ça marche. Alors, quand on est entrepreneur, souvent on dit qu'il faut arriver à bien s'entourer. De qui il faut s'entourer? Un De comptable? manière... un comptable, oui et non. Euh, Pas forcément au début. D'accord, Parce qu'au début, c'est vrai que ça reste assez simple. À partir du moment où on commence à toucher à la TVA, là, je recommande, oui, de se d'accord. tourner vers un comptable, même si c'est juste pour faire un point, pour savoir voilà, comment gérer tout ça. Ça peut être pas mal. Et ben après, oui, quand on quitte la micro-entreprise, là, là, le comptable devient indispensable. Ouais, d'accord. Et tu as d'autres personnes, d'autres professions, d'autres experts dont il faut savoir s'entourer? Ben après, pour moi, c'est en fonction ben, déjà de ses compétences à la Ouais, base, hein, de ce qu'on va apprendre aussi, que ce soit en autodidacte ou avec des formations, de ses différents besoins. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir des références dans les différents domaines, en fait. Parce que quand on est entrepreneur, surtout bah, quand on se lance comme ça dans la toute petite entreprise, on est seul à avoir toutes sortes de casquettes. ouais, On gère vraiment toutes sortes de choses et ben on n'a pas la science infuse, hein, on n'arrive pas là et puis c'est bon, on sait tout pour tout gérer. Donc avoir voilà quelques références comme ça pour apprendre, développer les différentes compétences. Et puis, ben, après, s'entourer tout simplement de d'autres entrepreneurs parce que le réseau, c'est important, parce que on peut parfois se sentir seul face à ces problématiques, face à ces doutes, face à voilà toutes sortes de questions, parfois même juste des questions techniques, et puis on n'y arrive pas et voilà, c'est important d'avoir ce soutien d'autres personnes, de savoir qu'on passe tous par des phases similaires et qu'on puisse partager ça parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément avec son entourage familial si ouais, on c'est on sûr. n'a pas d'entrepreneur autour de soi ou alors on est dans des thématiques tellement différentes qu'on ne vit pas les mêmes choses. Ouais, Donc voilà, dans ce sens-là, je trouve que c'est assez important. d'accord. Et le réseau d'entrepreneurs, c'est quoi localement? Tu essayes d'identifier des réseaux dans ton activité ou des associations professionnelles? Comment tu fais pour identifier le bon réseau d'entrepreneurs qui t'intéresse? Bah ça, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a qui démarrent même avant même de créer leur entreprise, qui passent par des réseaux spécialisés comme le réseau Entreprendre ou bah, des initiatives locales. D'accord. Et Et dans les CCI aussi, on peut aller regarder du côté des CCI? oui, CCI, BGE, il y a pas mal d'initiatives comme ça. Même les chambres de métiers organisent des ateliers. Toutes les rencontres qu'on va faire dans ces cadres-là, ça peut permettre de créer ce réseau. Mhm. Après, ça peut être aussi en participant à des événements ponctuels. Et puis, ben, comme moi, ça va être surtout du fait d'être sur Instagram, bah, forcément, on développe un certain réseau virtuel Mhm. qui se transforme parfois en rencontres réelles. Mhm. Et voilà, à partir de là, il peut y avoir des collaborations ou simplement le plaisir d'échanger. Ouais, c'est ça. Des fois, on a un peu peur aussi de dire des choses à d'autres entrepreneurs. Peut-être que ça pourrait être des concurrents ou des choses comme ça. J'avais l'impression dans ce que tu disais dans ton podcast que il faut être assez détendu par rapport à la concurrence. La concurrence, elle nous fait aussi grandir. Il faut Mais pas. c'est exactement Voilà. ça. Bah oui, parce que ce dont je parlais là dans cet épisode de podcast, c'est que au départ j'avais ce rapport difficile à la concurrence où tu te dis ah ouais non on fait la même chose, oh puis elle va sortir ça avant moi, mince, et puis est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Personne n'ira acheter vers moi, n'ira acheter chez moi du coup. Ouais. Et bon, voilà, à un moment on se détend. Parce qu'on se rappelle que bah, c'est ça qui fait l'activité économique, hein. Il n'y a pas qu'un boulanger ou enfin voilà, C'est toutes clair. les Ouais, ouais. activités fonctionnent comme ça et heureusement. Et non, finalement c'est enrichissant et puis ça pousse justement
avoir ce truc qui fait la différence parce que on ne crée pas exactement les mêmes produits, parce que on n'a pas la même personnalité, donc on ne transmet pas les mêmes choses. Et au final, ça peut même créer de très belles collaborations parce que on est dans le même domaine, mais en même temps, on fait pas tout à fait la même chose. Donc, Ouais. il y a quelque chose de très enrichissant, au contraire. Ouais, et comme tu dis, il y a une question liée à la personnalité. Deux personnes peuvent avoir la même idée, éventuellement la lancer en même temps. L'exécution ne sera pas la même parce que les deux Mm. personnes sont différentes, elles n'ont pas le même vécu, pas la même expérience, etc. Et donc, potentiellement, de toute façon, comment dire, même si c'est dans le service, comment dire, l'accompagnement qui sera proposé ne sera pas le même au final parce que de toute façon, c'est deux personnes différentes. Ah bah totalement oui. On n'aura pas du tout le même rapport avec cette personne. Et puis voilà, exactement comme bah toi quand tu veux acheter quelque chose, tu vas comparer un petit peu les produits et produits similaires, ben toi tu iras vers celui-là alors que quelqu'un d'autre ira vers l'autre. Ça veut pas dire qu'il y a forcément un meilleur que l'autre, c'est simplement différent. Ouais, c'est ça. Si je repense à mes formations en aquarelle, enfin quand je dis les miennes, c'est pas les miennes, mais il y en a là comme ça spontanément. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la communauté du podcast, par exemple, qui sont dans ce domaine-là. Euh, Bah en fait, c'est pas grave d'avoir plusieurs formatrices en aquarelle, ou des personnes qui voilà qui sont là pour t'apprendre l'aquarelle, parce qu'au final, vu qu'elles sont différentes, leur approche sera potentiellement différente, et puis la relation que Mm. tu vas avoir avec chaque personne, chaque formatrice, elle sera forcément différente. Potentiellement, tu vas avoir un peu plus de feeling avec cette personne et pas avec l'autre. Et en fait, bah c'est ok, c'est comme ça, c'est juste la vie, quoi. Bah oui, totalement en fait. Ouais. Sur les aspects juridiques, à quel moment tu conseilles d'aller s'attacher les services d'un juriste ou d'un avocat? Est-ce que c'est comme un peu le comptable finalement en micro-entreprise, t'en as pas besoin tout de suite? Ben là encore, c'est une question d'activité, mais généralement pour les activités qu'on lance comme ça en micro-entreprise, ce n'est pas indispensable. Après, pour certains services, selon aussi l'aisance qu'on va avoir quand on a besoin de rédiger des contrats, par exemple, Ouais. c'est pas forcément si évident. Donc là, ça peut éventuellement servir, oui, de faire appel à un juriste, mais c'est vraiment au cas par cas. Ouais, d'accord. Mais par exemple, si je dois écrire des CGV, des conditions générales de vente, je peux peut-être me passer d'un juriste. Enfin, et peut-être que oui, la nuance, c'est il faut quand même le faire relire dans tous les cas par un juriste et pour être aussi assez à l'aise et pas être tombé dans un des pièges. Mais encore une fois, ça doit dépendre de l'activité. Oui, après, bon, c'est toujours un plus. Mais il y a bah, des générateurs de CGV ou des services en ligne qui peuvent permettre de le faire, donc qui fonctionnent avec des juristes, hein. Ouais, Voilà, mais sans vraiment avoir cette démarche de faire appel à un juriste, il y a différents moyens. Mais là encore, ça dépend de ce qu'on veut couvrir. Mais le risque zéro, à la base, ouais, n'existe pas, mais surtout pas quand on se lance. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, on va faire un contrat ou des conditions générales de vente, et c'est quand on voit qu'il y a un problème ou qu'on se rapproche d'un problème qu'on se dit ah mince ça c'est pas prévu au contrat et puis qu'au fur et à mesure on ajuste parce que bah il y a des choses en fait ça nous semble tellement être du bon sens ou de la courtoisie normale élémentaire donc on n'y pense pas mais si derrière il faut se couvrir et les mettre dans les conditions mais voilà ouais. on essaye de blinder au maximum au départ et après on ajuste au fur et à mesure de son expérience. Mm. Oui, oui, c'est un peu comme pour une assurance, etc. Il y a forcément le cas qui fait que tu n'y as pas droit. Ben là, c'est un peu pareil. C'est le cas qui fait que dans le contrat, tu n'y avais pas pensé, mais qui peut arriver, quoi. Bah, c'est ça, et ce qui est embêtant, c'est surtout quand on n'y a tellement pas pensé que bah, dans les conditions, il n'y a rien. Et là, Donc du coup, voilà, c'est rien un pour arrangement. trancher. Ouais, il faut trouver un arrangement avec le client ou avec le partenaire, ou enfin voilà, pour trouver une solution, quoi. Bah, c'est ça, trouver une solution, voire bah, parfois il y a quelque chose qui est prévu par la loi parce que bah, il n'y a pas de contrat, donc on essaye de trouver le droit commun.
Mais oui, face à un vide, c'est compliqué de savoir la règle qui doit s'appliquer. Ça marche. Quand je pense un petit peu aux experts qui peuvent nous accompagner dans la création d'entreprise, donc pour moi il y avait le comptable, le juriste. Est-ce que tu vois d'autres personnes comme ça auxquelles tu peux recourir à un moment donné? Pour moi, ce sont surtout, oui, ces deux prestataires parce que même pour ce qui est de l'élaboration du business plan, si on en a besoin, faire des prévisionnels pour calculer un minimum voilà la rentabilité, savoir dans quelle stratégie on va se lancer, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être faites avec un comptable. Ouais, d'accord, ça marche. Au départ, on n'a pas commencé par ça, mais comment je sais, comment je choisis finalement mon statut juridique? Parce que je vais pas pour toutes les activités d'entreprise, la micro-entreprise n'est pas forcément le bon statut juridique. Non, c'est vrai. La micro-entreprise est généralement le bon statut, déjà pour tester son projet, même quand on devra après évoluer vers une autre forme, ça a l'avantage d'être tellement souple Ouais, que voilà, on teste un petit peu, on voit si ça marche ou si après on part sur un nouveau projet. D'une manière générale, c'est idéal pour les activités qui génèrent peu de charges. Donc en prestation de service, souvent c'est très intéressant. On est sur des montants, aujourd'hui les seuils sont quand même assez élevés. On peut aller jusqu'à 176 000 euros de vente, 72 000 euros de prestation de service, donc ça d'accord. laisse de la marge pour démarrer, hein. Et quand tu disais tout à l'heure, je crois que tu disais 36 000, et c'est au-delà des 36 000, entre des 36 000 et 72 000, où du coup tu vas gérer la TVA. Oui, C'est ça, d'accord. oui. Donc, Alors bon, c'est en fait il y a un double plafond pour la TVA. Bon, je pense qu'on va pas entrer dans tous les détails là, pas de souci. mais le chiffre à retenir pour la TVA, donc ça serait plutôt le premier plafond, donc il est de 34 400 euros exactement pour les prestations de services et 85 800 euros pour les ventes. D'accord. Mais comme tu parlais du 72 000, ça veut dire que tu peux quand même aller jusqu'à 72 000 euros de chiffre d'affaires hein, quand tu vends du service, Oui, mais il faudra gérer de la TVA. c'est ça, J'ai bien compris. Bon. c'est ça. Tu restes en micro-entreprise, mais tu gères la TVA. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es à 72 000, 1 centime? Tu fais quoi? Alors, donc le chiffre exact, souvent j'arrondis quand on Ouais, discute comme ça, hein. d'accord. Donc le chiffre exact c'est 72 500. D'accord. Alors, attendez. Euh, Quand tu es à 72 501 euros, il se passe quoi? Donc, tu as une marge de 2 ans. C'est-à-dire que tu dois quitter la micro-entreprise si tu dépasses ce seuil pendant 2 années consécutives. Donc, ça fait que si tu as une légère augmentation, mais l'année d'après, tu fais un petit peu moins, tu peux rester en micro-entreprise. D'accord. Après, il faudra penser à évoluer vers un nouveau statut. Ouais. Donc concrètement, si tu ne veux pas faire grand-chose ou si tu ne fais rien, à part juste prévenir quand même le service des impôts, enfin les différentes administrations pour faire les changements le plus vite possible, tu vas basculer dans l'entreprise individuelle classique. Donc D'accord. voilà, ce qui va vraiment changer, c'est le système de cotisation sociale qui est vraiment très différent. D'accord. Et plus coûteux ou c'est juste que c'est plus de papier, enfin, comment dire, un process plus compliqué? C'est tellement un autre système D'accord. parce que en fait en micro-entreprise on se base juste sur tes recettes. Mhm. En entreprise individuelle on se base sur ton bénéfice. D'accord. Donc enfin tes recettes plus Tes ou moins. recettes On moins les va dépenses, ça fait des voilà bénéfices. pour faire simple. Simplifié. Mhm. Pour faire simple, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est à partir de ce montant-là qu'on va calculer les cotisations. Mais si tu es en dessous d'un certain montant, tu auras quand même des cotisations minimum. Ouais, un Donc, forfait à payer. ouais. Donc, c'est vraiment un tout autre système. Ça peut être franchement moins rentable si tu es en dessous d'un certain niveau de revenu. Mais voilà, on est sur deux modes de calcul totalement différents. D'accord.
Et en micro-entreprise, tu peux pas embaucher quelqu'un. Bah, légalement, tu peux, hein. Sauf que vu que tu ne peux pas déduire exactement tes charges, Ah ouais. c'est pas forcément ce qu'on appelle une bonne idée en général. Donc si Voilà, c'est ça, et si alors justement, je suis en micro-entreprise, j'expose pas encore les compteurs, mais je veux travailler avec quelqu'un, je veux salarier quelqu'un. Il faut que je change de statut aussi? techniquement, tu peux le faire, légalement, tu peux le faire, Mais mais économiquement, ça n'a pas de voilà, sens. économiquement, en fait, souvent, ça va être le premier critère qui va te faire aller vers la micro-entreprise ou pas, ou quitter la micro-entreprise. C'est quand D'accord, tes charges deviennent trop élevées par rapport au forfait de charge. d'accord. Donc, à partir d'un certain niveau de charge, effectivement, ce n'est plus intéressant financièrement. Donc, à ce moment-là, oui, on réfléchit à passer à un autre statut. D'accord, ok. Et donc là, c'est plus l'entreprise individuelle non plus. Ça peut. Ça Ça peut peut. être en entreprise individuelle ou alors en société. D'accord. Et alors, les statuts en société, c'est quoi? C'est SAS, SASU? Donc les deux formes les plus courantes, c'est la SARL et la SAS, D'accord. qu'on peut faire donc avec des associés ou seul. Donc quand on est seul, on parle de URL pour la SARL. Quand elle est donc on dit SARL unipersonnelle, c'est la même chose qu'une EURL. Mhm. Ou la SAS, elle devient la SASU. Donc le U pour unipersonnel quand on est tout seul. D'accord, ça marche ensemble. SARL, EURL. Et donc, SARL quand on a des associés, EURL quand on est seul. Mhm, Et SAS et SASU ensemble. Et c'est comment ça. tu choisis entre la SARL et SAS? Parce que moi, quand j'ai fait mes études J'ai fait quoi? J'ai fait un bac STT. Je suis un peu plus vieille que toi, donc à l'époque ça s'appelait STT et j'ai fait Mais moi gestion aussi. comptabilité. Ah bah ah oui, mais alors ça s'appelait déjà STG, non? Non, c'était toujours STT. Ah bon? Ah bah. Donc moi j'ai fait ce bac-là, gestion compta. Et puis après j'ai fait un DUT GEA. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai tout ce background un peu de choses. Mais à l'époque, je crois pas que ça existait la SAS. Donc, alors je me souviens plus dans les détails non plus à quoi correspondait la SARL. Je me souviens juste qu'il y avait déjà un montant mince, le nom m'échappe de capital social que tu devais avoir. Est-ce que je dis des bêtises ou c'est ça? Alors, le minimum, il a 1 euro, donc Ah ce non, n'est plus d'accord, un critère. d'accord, Après, bon, ce qui va faire la différence au niveau constitution de la société, gestion, en fait, la SAS, elle est très libre. d'accord. La SARL, il y a un cadre qui est prévu par la loi. On peut faire quelques changements sur certains points, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez cadré. Sur la SAS, on a beaucoup plus de liberté. Mais bon, c'est pas forcément un critère essentiel pour choisir le statut, surtout quand on est seul. Par contre, ce qui va beaucoup changer, c'est au niveau fiscal, au niveau social. D'accord. Surtout au niveau social, si on veut avoir un statut de salarié, c'est possible en SAS. D'accord. Donc de dirigeant salarié, c'est ça? Oui, Ouais, d'accord. être salarié dans son entreprise et ben après ça sera vraiment assimilé salarié pour surtout pour le régime social en fait. Donc Avoir tout, voilà, tout ce qui est santé, exactement prévoyance et puis chômage. exactement D'accord. fonctionner exactement comme un salarié. Ouais, d'accord. Alors que sinon même quand on a un statut assimilé salarié au niveau fiscal, par exemple, quand on est en SARL, le gérant, il peut très bien avoir ses revenus qui seront déclarés comme du salaire. Mhm. Mais par contre, au niveau social, c'est un pur indépendant. Ouais, d'accord. Donc en tout cas, pour démarrer une micro-entreprise, c'est pas mal. Ben oui, après, tu vois, juste là, pour répondre à ces questions, on entre déjà dans des choses plus compliquées. C'est clair. Et ben après, oui, là, là vraiment, faire appel à un comptable, c'est Ouais, pas c'est du luxe. indispensable. C'est indispensable. Ok, ça marche. Et alors, toi qui es entrepreneuse, c'est quoi tes conseils quand on veut se lancer c'est quoi les incontournables pour toi? C'est tellement vaste.
Si tu vraiment demain matin, une de tes amies te dit bah ça y est, je suis prête, je vais me lancer. Et là, tu lui dis ah alors il y a 3 trucs auxquels il faut que tu sois un peu vigilante. Ok, alors pas forcément au niveau administratif, tu parles d'une manière générale? Oui, de manière générale, ou après tu peux faire un zoom administratif comme tu veux. D'une manière générale, justement, je dirais de ne pas sous-estimer l'administratif dans le sens où bah il faut quand même le faire. Autant le faire bien pour éviter les mauvaises surprises. Même des contrôles, ça existe en micro-entreprise. Hein. Une micro-entreprise, c'est une entreprise hein, avant tout. Donc voilà, ne pas le sous-estimer, mais ne pas non plus le surestimer. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se focalisent sur l'aspect administratif comme si c'était ça qui faisait l'entreprise, alors que en fait, ce n'est que du support. On est obligé de le faire, mais c'est pas ça qui fait l'activité. Donc, en priorité, de vraiment se consacrer à son projet d'un point de vue stratégique, de savoir vraiment ce qu'on veut proposer, à qui on veut le proposer, comment on va atteindre ses clients, par quels moyens de communication, quel positionnement on va avoir, qu'est-ce qui va faire la différence donc sur nos produits, nos services. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre une activité qui va se développer ou pas. Ouais, ça marche. Donc voilà, vraiment se concentrer là-dessus, quitte à prendre un peu de temps pour affiner son idée, son projet, ne pas mettre de côté bah, tout l'aspect marketing, communication en se disant bah tout ça, voilà, c'est accessoire, il suffit d'être présent sur les réseaux et c'est bon, ça cartonne. Non, C'est pas si simple. voilà, ça, c'est pas forcément si compliqué dans la mise en place, mais c'est pas non plus quelque chose de facile qui se fait tout seul, quoi. Ouais. Bon, après, tout demande du travail aussi, hein. Ben c'est ça, mais Ouais. on ne se rend pas forcément compte parce que même Mm. la présence sur les réseaux, par exemple, comme bah, la plupart des gens utilisent les réseaux sociaux à titre personnel, on se rend pas forcément compte de ce que ça représente quand c'est du travail. C'est clair. Ouais. Voilà. Communiquer, c'est pas si évident. Ah ouais, c'est évident. Enfin, c'est évident. C'est évident que c'est pas évident. Ben, pas tant que ça, hein. Ouais, ouais. Non, non, Euh, mais c'est vrai, t'as raison. Effectivement, c'est très différent de le faire pour soi, pour rigoler, enfin, à titre de loisir finalement, de poster 2, 3 trucs sur Instagram. Et après, quand on doit le faire à titre professionnel, parce que il y a d'autres enjeux derrière, c'est tout de suite pas la même chose, quoi, pas la même ampleur. c'est ça, quand on a des enjeux, et puis bon, derrière, il y a un enjeu financier qui fait que, Ouais, quand on a des objectifs bah, de croissance, développer sa visibilité, des choses comme ça, bah, là, on se rend compte que c'est pas si évident et c'est pas juste suivre un tutoriel pas à pas et hop, à la fin, c'est sûr, c'est bon, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui s'affine avec le temps. De toute façon, ouais. il faut bien avoir en tête que quand on démarre, ben ça sera pas parfait, mais Et c'est pas grave. c'est ça, on se lance avec les moyens qu'on a à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure, eh ben on a toute la vie de son entreprise pour développer, pour améliorer. Euh, et puis ben on peut pas être bon dans tous les domaines, hein. Donc voilà, on démarre tranquillement avec ses moyens et puis après on évolue progressivement. Voilà, on se professionnalise au fur et à mesure. Ouais, ça marche. Stéphanie, sur la question de la compta, de la facturation, toutes les invitées que j'ai eues jusqu'à présent me disent quand même que c'est un peu leur bête noire, quoi. Est-ce que tu as des conseils à leur donner, par exemple, sur la gestion de la facturation? Est-ce que tu es obligé de fournir une facture, par exemple, avec chaque achat, par exemple? Voilà, ce genre de questions assez opérationnelles. Alors, donc il y a 2 règles selon le client. Si on a des clients particuliers, la facture n'est pas obligatoire, mais il faut quand même un document, donc qui peut être un ticket de caisse, une note, voilà, qui donne un minimum d'éléments. Et par contre, entre professionnels, là, c'est obligatoirement une facture Mm. en bonne et due forme avec toutes les mentions obligatoires.
Et pas de TVA si t'es pas soumis à la TVA. Pas de TVA si on n'y est pas soumis, mais quand on est en franchise de TVA, il y a une mention, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de TVA, on doit toujours indiquer pourquoi. D'accord. Donc Pour que avec l'entreprise en face aussi puisse bien enregistrer la facture et pas se dire mais ta facture là elle est pas conforme parce qu'il n'y a pas la TVA qui ressort. c'est ça, et puis au niveau des impôts, ça permet de se couvrir Ouais, en indiquant donc on est en franchise de TVA, donc la mention c'est TVA non applicable avec article 293B du CGI. d'accord. Voilà. Donc ça c'est mentionné sur toutes les factures. Après mon conseil vraiment pour la facturation, c'est d'utiliser un logiciel. Ouais, Franchement ça simplifie vraiment parce que il y a déjà toutes les mentions obligatoires. Donc ouais. ça, faut éviter d'en oublier, hein. Ouais, donc on fait pas sa Euh, facture sur Word ou sur Excel. Bah après, on a le droit, hein. Ouais, Franchement, il n'y a aucune obligation de passer par un logiciel. Mais ça simplifie parce que au-delà des mentions obligatoires, bon ça à la limite, on fait son modèle une fois pour toutes, on n'y touche plus et c'est bon. Mais la numérotation, mm, là c'est là qu'il y a le plus de risque de louper parce que les factures doivent bien être chronologiques, bien datées et bien numérotées et ben, se suivre. Les numéros ouais, voilà, doivent se suivre je- dans l'ordre chronologique, sans ouais, trous, sans doublons. Et ben, ça, quand on le fait manuellement, le ouais. risque de louper est quand même C'est assez ça, tu peux. important à un moment. Ouais, juste faire une erreur et mm, ça marche. Est-ce que tu as des logiciels de facturation? Parce qu'il y en a plein. Est-ce que tu en as un ou deux à nous citer qui sont tes favoris? Alors, il y en a plein, j'en ai testé quelques-uns, surtout dans le cadre de mon activité. Voilà, c'était Mhm. pas la partie la plus fun, le test de logiciel. Celui que j'ai retenu et que d'ailleurs j'utilise à titre personnel, c'est Freebie. D'accord. Voilà, il y a quelques points qui sont en cours d'amélioration pour la partie vraiment gestion, donc pas la facturation, ça, nickel. La tenue de la comptabilité, pareil, ça récupère directement les informations du compte bancaire, ça associe au bon client à la bonne facture, parfois automatiquement, enfin voilà. Donc tout ça c'est très bien. Après mes attentes qui sont en cours de développement, c'est sur le suivi des dépenses qui devrait être amélioré prochainement. Et puis, vraiment, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est le service client où on a vraiment quelqu'un derrière qui est à l'écoute, qui est réactif dès qu'on a le moindre souci. Voilà. Donc, c'est le logiciel que j'ai retenu. Ça marche. Freebie. Et Ouais. qui, comme son nom l'indique, est gratuit? Non, comme son nom l'indique, s'adresse en particulier aux freelances, en Au fait. Il freelance, a été d'accord. créé avant tout pour les freelances. C'est le free de Euh, freelance et pas le free de exactement. gratuit. Non, non, c'est un logiciel payant, mais bon, le coût, il reste minime, hein. D'accord, On est à partir de 7 euros par mois, donc ça d'accord. va. C'est correct. Et puis justement, j'ai du coup, comme je suis dans cette activité, donc avec toute la partie administrative, et que c'est le logiciel que j'ai retenu, j'offre 2 mois gratuits, donc en partenariat avec eux, D'accord. donc quand on s'inscrit, si on renseigne le code j'aime la paperasse, donc tout attaché, ça offre 2 mois gratuits pour tester le logiciel, et puis comme ça on voit si on accroche ou pas. Eh ben, c'est génial. Et puis surtout, après, on vient te remercier d'avoir bénéficié de ce petit code gratuit. Et puis, oui, pendant que j'y pense pour la facturation, là, c'est vraiment moi qui offre parce que bon, le code, hein, c'est surtout Freebie hein, qui l'offre. Ouais, Moi, j'offre donc un bonus à télécharger qui reprend ben, les modalités, voilà, ce qu'il faut savoir pour faire ses factures, les mentions obligatoires, les petites règles à connaître. Donc, c'est en téléchargement gratuit sur mon blog. ok. Eh ben, génial. Alors là, en fait, on a commencé notre petite session de questions que vous nous avez posées en commentaire d'un des posts il y a quelques jours slash semaines. On avait Betty le capitaine Hart qui nous demandait comment bien trier ses papiers. Oh, là, c'est vraiment pour la question
pratico-pratique. Alors ça, il y a des règles, hein, je sais pas si ça fait partie des choses qui sont dans ta formation, mais par exemple sur ce qu'on doit conserver, alors je sais pas si c'était le sens de la question, mais sur la durée de conservation des documents, par exemple, ça c'est des choses qu'on trouve aussi sur Internet. Oui, alors pour la durée de conservation, aujourd'hui, on a généralement 2 délais. En rapport avec les administrations, hein. Souvent on est sur 6 ans ou 10 ans, donc dans le doute, 10 ans. Voilà, tu te poses pas de questions, tu gardes tes documents pendant 10 ans. Et si je les scanne et que je détruis les originaux, ça marche ou pas? Normalement, non. Ouais. En fait, on a le droit de les garder au format numérique, mais il faut que ce soit plus sécurisé que son propre scan. Ça doit être daté et permettre de garantir l'intégrité des documents, etc. Donc, il y a des services qui existent, hein, pour ça. Où on scanne ou on photographie le document et il l'enregistre en mettant tout cet aspect sécurisé, daté, etc. D'accord. Donc, ça peut se faire par ce biais, mais sinon, un document qu'on a reçu au format papier, normalement, on doit l'avoir au format papier. D'accord, ça marche. Est-ce que dans la question comment bien trier ces papiers, il y a une autre notion que la durée de conservation des documents pour toi? Oh ben après le tri, moi je pense vraiment l'organisation matérielle, hein. Ouais. Et pour ça, déjà le premier conseil, le faire assez régulièrement parce que quand on le fait une fois par an, voire moins, c'est une corvée monstrueuse. C'est clair. Je fais partie de ces gens-là qui le font une fois par an, voire moins. Après, c'est vraiment d'aller dans le système le plus simple. Parce que la grosse erreur qu'on peut souvent faire, c'est de se dire qu'il faut que le système soit super performant pour pouvoir retrouver le document de manière super détaillée. Mais en fait, la probabilité pour que tu aies à chercher un document, euh, souvent elle est faible, hein. C'est rare qu'on ait vraiment à chercher un document en papier. Mhm. Donc, Ouais, c'est vrai. ça ne sert à rien de faire un tri en 50 étapes qui va être tellement pénible que tu auras la flemme de le faire pour le jour où peut-être tu auras besoin d'un document. Donc, aller dans quelque chose de simple. On recommande vraiment 3 gestes maximum pour classer ses papiers. Ça réduit la flemme de le faire après. Ouais. Et voilà, si tu as tes documents, par exemple, classés, après, c'est selon tes documents, selon ta propre logique, ton organisation, etc. Soit par date, soit par type de document. Voilà, à partir du moment où tu as ce critère, bah, tu sauras retrouver ton document. Et si tu dois mettre un peu plus de temps à retrouver le document le jour où tu en as besoin, c'est pas grave. Parce Mhm. que à côté de ça, eh ben, tu auras gagné un temps fou au moment de classer les documents. Ouais, ouais. Moi, je fais partie de ces gens-là qui disent, oh, de toute façon, jamais j'en aurai besoin, donc je mets pas trop d'énergie à bien classer. Enfin, Non, à mais il faut classer dans juste, plein de trucs différents, quoi. c'est ça, il faut juste avoir un système le plus simple possible, mais qui te permette de le retrouver. Et puis Ouais. après, en numérique, c'est pareil, hein. On peut classer, pareil, soit par date, par type de document, etc. On peut utiliser aussi les systèmes de tag ou avec la recherche, ou bien nommer ces documents et avec la recherche, on retrouve le document dont on a besoin rapidement. Après, Ouais. c'est de trouver le système qui nous convient, donc souvent on est obligé d'y aller à tâtons pour trouver, mais vraiment Ouais. aller vers la simplicité. Ouais, ouais, ça marche. Alors, il y a Betty qui nous demande aussi comment être en conformité avec le RGPD. Ah, le RGPD, Super ça sort sujet. un peu de Ouais, mon domaine je de suis d'accord. compétences. Moi, j'ai dû le faire du fait de mon activité. Forcément, j'ai des données, donc Tu ne collectes tes serait-ce données que personnelles. Voilà. Alors, effectivement, peut-être juste pour la petite intro, RGPD, oui, c'est le règlement européen de protection des données. c'est ça. Donc, à partir du moment où on collecte des données, donc par exemple sur son site internet, mais pas seulement, hein, mais c'est là qu'on en a beaucoup parlé, on doit voilà, assurer une certaine conformité et ça se joue surtout au niveau du consentement qui doit être explicite.
Donc, quelqu'un qui s'inscrit, par exemple, à la newsletter ou qui s'abonne, voilà, à X produits sur le site, elle doit bien marquer. Donc, on peut pas dire, ben si elle l'a fait, c'est qu'elle était d'accord. Ouais, faut que ce soit explicite, plus explicite. Voilà. Ouais. Donc ça peut être une case à cocher simplement ou les deux pratiques générales sur les sites, c'est soit la case à cocher, donc qui dit voilà, je reconnais, j'accepte de m'inscrire, je sais très bien, et puis on précise ce que la personne va recevoir, si elle va recevoir des mails, dans quelle mesure, voilà, ce qu'on va faire de ces données. Ou alors l'autre pratique, c'est la confirmation, donc où on envoie un mail avec un lien qui permet de valider l'inscription. Ouais, ça c'est le double opt-in. Voilà. Ouais, ça marche. Ok. Et puis dans le cadre, donc là c'est ce que tu dis, c'était plutôt sur la partie site web, mais dans le cadre aussi des données que tu vas conserver sur tes clients, parce que les données personnelles, c'est ne serait-ce que le nom et le prénom, l'adresse email, le téléphone, etc. Donc tout le monde a forcément un fichier client. Et donc, il faut aussi, il y a des notions de délai de conservation de ces données aussi. En disant, Oui. tu peux pas conserver les données de tes clients ou par exemple des prospects, parce que les clients, je pense que c'est un peu différent, mais par exemple voilà, les personnes qui s'inscrivent aux newsletters, etc. Il faut, enfin, tout ça, c'est réglementé, quoi. Oui, et puis que la personne a le droit de demander l'effacement des données aussi, Ouais. doit pouvoir se désinscrire facilement. Et puis on n'a pas à collecter des données qui n'ont rien à voir avec l'activité, qui sont intrusives. Voilà, tout ça c'est assez réglementé, oui. Ouais, ça marche. Ok, ok. Euh, on avait Caro from Woodland, qui était une des invitées dans le podcast, qui dit comment mieux s'organiser. Alors la question est un peu générale. Est-ce que tu as des conseils pour, voilà, pour arriver à bien s'organiser quand on a pas mal de choses à faire, et notamment cet administratif qui fait souvent un peu peur. Alors, pour tout dire, c'est une question sur laquelle je planche sérieusement parce que j'ai un programme qui est prévu sur la question de l'organisation quand on est entrepreneur. Génial. Donc il va falloir qu'on attende quelques semaines pour avoir les... C'est ça? Semaine ou mois, hein. Ah, d'accord. Je pense quelques mois, parce que là, en ce moment, j'ai déjà la mise à jour de ma formation sur l'administratif, donc voilà. Le premier problème d'organisation, souvent, c'est justement de vouloir absolument tout organiser avant de se demander si c'est pertinent de garder tout ça. C'est-à-dire qu'on a plein d'obligations, on veut faire beaucoup trop de choses par rapport à ce qui peut réellement tenir dans notre planning. Ouais. Le premier conseil qui revient souvent, c'est d'éliminer beaucoup de choses, de faire du tri, de se focaliser sur beaucoup moins, et ce qui reste, on peut mieux le faire et voilà, moins courir partout. Ouais, souvent on dit il faut se fixer 3 objectifs dans la journée, je crois. Et en disant en fait c'est déjà pas mal quoi, 3 objectifs dans la journée. Oui, après, bon, il n'y a pas non plus de formule magique, hein. On a des conseils comme ça, mais après, c'est d'adapter pour trouver ce qui nous convient par rapport à notre rythme, par rapport à nos besoins. Et puis, c'est pas forcément non plus constant. Aujourd'hui, je vais utiliser cette méthode. Après, le mois prochain, je serai dans un autre cycle où j'aurai besoin d'autre chose. Effectivement, on ne peut pas fonctionner avec une to-do list interminable qu'on veut absolument faire à la fin de la journée, que tout soit bouclé. Ouais. Voilà. Ça met beaucoup de pression, et puis ce qui arrive généralement, c'est qu'on n'arrive pas à la terminer, et à partir de là, on s'embourbe Ouais. progressivement. Donc voilà, avoir, oui, en général, on dit 3 objectifs ou 3 tâches qu'on veut absolument réaliser pendant la journée.
Après c'est vraiment une organisation personnelle. Ce n'est pas forcément ce qui est recommandé, mais je fonctionne quand même pas mal avec la to-do list qui peut être longue, mais en fait j'ai donc je vais avoir par exemple 3 tâches que je dois absolument réaliser aujourd'hui, et le reste c'est juste pour avoir de la visibilité sur ce que j'ai à faire. Ouais. Mais ça peut être fait aujourd'hui, demain, après-demain, voilà. Moi, j'ai un peu tendance à faire ça, à avoir une liste longue comme le bras, mais simplement pour ne pas oublier en fait les choses. Donc, je les note au fur et à mesure dans ma to-do list. Mais c'est vrai que j'arrive jamais à tout faire, évidemment. Donc, il faut vraiment, oui, se concentrer sur quelques objectifs phares de choses qu'on veut faire aujourd'hui. C'est ça. Après, il y en a qui fonctionnent avec une organisation vraiment très très simple, d'autres avec des systèmes plus complexes. En ce qui me concerne, comme je fais quand même beaucoup de création de contenu, plus tout ce qu'il y a à gérer, tout ce que j'aimerais améliorer, toutes les idées de projets, les collaborations, ma hantise, c'est d'oublier. Ouais. Parce que ça fait énormément de choses à retenir. Et donc, j'ai vraiment tout un système de deuxième cerveau, j'aime bien l'appeler comme ça. Donc, pour ça, j'utilise... Avant, j'ai testé un petit peu sur Trello, mais ça ne me convenait pas. Et maintenant, c'est sur Notion, où j'ai toute ma vie. Pour retenir les choses à ma place, me les rappeler au bon moment, voilà, que la bonne information ressorte au bon moment. Et puis avoir aussi cette visibilité sur ce qui a été réalisé. Parce que on se focalise beaucoup sur ce qu'on veut améliorer, mais parfois ça fait du bien aussi de voir ce qu'on a fait, de ressortir par exemple les objectifs. Moi, je me fixe toujours des objectifs sur l'année, et après je décline sur le trimestre, et après selon la période je peux décliner encore au mois, à la semaine, voilà, j'affine plus ou moins. Et quand tu ressors tes objectifs d'il y a 1 an ou 2, Ouais. ça te permet de voir le chemin parcouru. Et ça, c'est intéressant aussi. Ouais. C'est un peu la même chose que quand tu rayes quelque chose sur ta to-do list, quoi. Exactement, parce que on est tellement sur, on veut faire mieux, on veut faire plus, mince, j'ai pas fait ça, et puis ça, c'est pas encore fait, et on oublie tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on réalise tout le temps. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, ça marche. On peut se faire aussi aider d'outils spécifiques et il faut pas hésiter à aller regarder de ce côté-là, quoi. Pour sortir un peu de simplement la feuille de papier où on note et on fait une liste à la Prévert qui est longue comme le bras. Ça me fait penser aussi à une matrice où tu as 4 cases et tu as ce qui est urgent et important, ce qui est urgent mais pas important, ce qui est important. Attends, j'en suis où? Ce qui est urgent et important, ce qui est urgent et pas important, ce qui est important mais pas urgent, et ce qui est enfin ni urgent ni important. Donc globalement, c'est le truc que tu feras jamais. Oui, c'est ça, c'est la matrice d'Eisenhower. Voilà. Oui, ça permet surtout de faire du tri, hein. Ouais, c'est ça, et puis de prioriser, parce que au final, on a tous on a tous beaucoup de choses à faire, je pense, dans la vie, que ce soit dans notre quotidien perso ou quotidien pro. Et effectivement, la clé, c'est d'arriver à prioriser. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment ça. Du coup, c'est un peu la trame de ce que j'ai commencé à préparer. La première étape, c'est déjà savoir quelles sont les grandes priorités, même de sa vie. Parce que on voudrait faire tellement de choses, mais en pratique, on ne peut pas être à 200% dans sa vie de famille, tout en étant à 200% dans une création d'entreprise, tout en étant parfois salarié à côté, avec des loisirs. Et il y a un moment, c'est pas possible. Donc, il faut savoir là à l'instant T, parce que c'est pas quelque chose qui est figé, hein, on évolue tout le temps. Mais là, aujourd'hui, sur les prochains mois, quelles sont mes vraies priorités. Ouais. Et quand même pas oublier de se prendre du temps pour soi aussi, quoi, pour pas péter un plomb. C'est sûr. Moi, quoi. Ouais. C'est sûr. Ça c'est quelque chose
On est nombreuses encore plus à avoir du mal justement à prendre ce temps. Et ma petite technique pour ça, c'est d'inscrire ça vraiment comme un rendez-vous. Ouais, un rendez-vous avec soi. Ouais, Ouais. exactement. Donc Ouais. vraiment fixer une date ou un créneau. Donc bon, ça peut être un créneau par jour avec une routine. Personnellement, j'ai du mal avec la routine quotidienne comme ça parce que quand le quotidien bouge vraiment énormément, qu'on a tout le temps des horaires différents, enfin voilà, Mm. des contraintes qui bougent vraiment beaucoup, c'est pas facile d'avoir Ouais, une routine. ça Par manque de contre, souplesse. ben après c'est aussi une discipline et puis un tempérament, hein. Il y a des Mm. personnes au contraire que ça rassure d'avoir Mm. cette routine. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, je vais fixer dès le départ sur mon calendrier, je vais fixer des moments où là, c'est comme si j'avais rendez-vous avec quelqu'un, c'est bloqué, c'est pour moi, il faut rien me demander. Voilà. Donc oui, bah ce sont des petites techniques pour prendre du temps pour soi. Et la même technique, on l'utilise aussi dans le développement de son entreprise parce que on est tellement pris par le quotidien, par toutes les tâches à gérer, gérer les mails, gérer l'administratif, gérer la création de produits ou les prestations, etc., que on peut oublier de prendre du temps pour travailler sur son entreprise, de réfléchir à sa stratégie, voir si Mm. tout est OK, est-ce qu'on est d'accord avec ses offres, est-ce que les tarifs sont bons, est-ce qu'on est rentable, des questions comme ça. Bah, ça demande de prendre du temps pour ça, pour vraiment voir sa stratégie, faire le pilotage de son entreprise. Ouais, Donc, pareil, c'est bien de prévoir du temps comme ça, même si c'est une fois par mois. Dans l'idéal, si on peut prendre une fois par semaine, ce temps-là, c'est bien. Mais même si c'est une fois par mois, une demi-journée, ben, prendre ce temps. ouais, ouais. Parce que quand on travaille seul, du coup, bah, on fait plus de réunions, on confronte pas nos idées avec celles des autres, et on est toujours chez soi. Alors là, je parle de, voilà, dans le cas où où on travaille à domicile et qu'on n'a pas de lieu en dehors de chez soi. Mais ça peut être bien aussi de se dire justement, bah, comme tu dis là, de poser des rendez-vous dans l'agenda vraiment pour se caler ces moments-là, un peu de manière obligatoire, comme une réunion peut l'être, en disant bon bah là, j'avais autre chose à faire, mais j'ai une réunion, donc je vais aller la faire finalement. Mhm. Et après aussi de se dire, bah, je peux peut-être aller, je sais pas, dans un café ou je vais me balader dans une forêt et donc je réfléchis à tout ça, mais vraiment de sortir des murs en fait. Aussi de se dire, Aussi, oui. dans un espace de coworking, peu importe, mais d'aller autre part. Ça peut Oui, être pas ça mal. c'est vrai. Et puis faire des rencontres aussi, hein. Mm. Ça aussi, ça peut jouer, hein. À titre personnel, justement, comme je travaille beaucoup seule et généralement j'apprécie cette solitude, mais c'est vrai que euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je prenais ce temps de rencontre, Ouais, ben après je ressortais boostée ouais, c'est clair. parce que Mm. bah, ça fait un équilibre en fait, hein. C'est ça, c'est quand on parle d'équilibre, voilà, souvent on est dans l'équilibre travail perso. Mm. Je ne crois pas tellement à l'équilibre parfait, en tout cas quand on est en démarrage d'activité où on a vraiment exactement le temps qu'on voudrait dans chaque domaine de sa vie. Bon, voilà, il y a des phases où bah, une Ouais, c'est plus partie, instable. Mm. c'est ça, il y a un certain domaine de notre vie qui va plus demander. Voilà, ça peut être du côté perso, ça peut être du côté du travail. Par contre, pour moi, c'est important de veiller un minimum à garder l'équilibre dans le sens que on a un besoin minimum dans chacun des domaines, donc il ne faut pas le sacrifier totalement. Ouais. Et puis ça me fait penser aussi qu'à un moment donné, il faut se dire bon bah là c'est le week-end ou là c'est 18h et j'arrête en fait. Même si je suis chez moi et que bah, finalement je pourrais travailler toute la nuit quoi. Bah ça, à un moment, ton corps te le fait savoir de toute façon, Ouais, c'est vrai. Ton cerveau mais marchera beaucoup moins bien. oui, après, pareil, il y a des phases, hein. C'est sûr que ça reste un idéal, mais
beaucoup d'entrepreneurs vont te dire, au début, il y a des moments, on carbure, hein, ou alors Ouais. un pic d'activité, tu vois, comme là, avec la mise à jour de formation, en même temps, bon, je suis un peu dans la création. Quand à un moment, je suis vraiment disposée à être dans cette création, à être dans l'écriture, et ça vient tout seul, je suis vraiment dans ce boost, je ne vais pas ralentir en me disant oui parce que à 18h il faut que j'arrête de travailler, hein. Ouais, c'est sûr. Mais après, Voilà, oui, oui, quand oui, oui, oui. quand t'es dedans, que t'as la motivation, t'as l'énergie, t'as l'inspiration, la créativité, tout ce que tu veux, non, tu vas pas dire ah non merci, je vais attendre. Donc voilà, après ça va être ça sur une semaine, 2 semaines, pas plus. Ouais. Après, voilà, je vais lever le pied et puis tout ça, c'est aussi par cycle. Il y a des moments où on n'est pas du tout dedans. Et il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment forcer. Ouais, 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 c'est On peut clair. difficilement se forcer à être créatif. Oui, oui, et donc c'est pour ça aussi qu'il faut pouvoir, comment dire, exploiter cette chance de se dire si, je sais pas, un lundi à 15h, t'as pas envie de bosser, eh ben, tu te prends 1 heure et tu vas faire un tour, ou tu fais je sais pas quoi, mais tu as cette liberté-là et autant s'en servir. Ah bah totalement. Et je dirais même qu'il faut s'en servir parce que Ouais, souvent c'est une alerte en fait, hein. Le moment où vraiment on n'arrive pas, on n'a pas l'inspiration, ou on n'a pas l'énergie, ou c'est vraiment voilà, quel que soit le truc dans lequel on essaye de se mettre, ça vient pas, on n'est pas dedans. Ça peut être une fatigue tout simplement, parfois physique, parfois parce qu'on on a beaucoup donné, donc au niveau de l'énergie, de la concentration, on n'y arrive plus, mhm. et on a besoin en fait de cette pause. Ouais, c'est ça. Mais que tu peux difficilement avoir en tant que salarié. Alors encore plus quand tu es au bureau. C'est Même en vrai. télétravail, après, tu peux avoir cette flexibilité aussi si tu es suffisamment autonome dans ton travail et tout ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on ressent tous une culpabilité si on n'est pas toujours hyper productif, hyper concentré, etc., quoi. Ah mais après ça se travaille, hein. Ouais. Et puis oui, je pense il y a des phases simplement, hein. On n'a pas le même état d'esprit quand on est vraiment au démarrage, et heureusement hein, qu'on a cette Ouais. énergie et qu'on a envie d'y aller à fond dans le démarrage parce qu'on en a besoin justement pour lancer son activité. Mais après oui, il faut quand même prendre un peu de recul pour ralentir parce que on ne peut pas être à fond tout le temps, on n'est pas des machines, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ça marche. Alors, pour conclure, Stéphanie, de quoi tu es la plus fière dans tout ce que tu as accompli jusqu'à présent? Euh, Là, on arrête les conseils pour les autres, mais si tu prends un peu de recul sur toi et ton activité au niveau de ton entreprise, j'aime la paperasse. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Alors, je dirais, au moment où on fait cette interview, je suis vraiment en fin de reconversion professionnelle, enfin, tant attendu. Et donc, c'est d'avoir mené de front la création de mon entreprise, de l'avoir suffisamment développée donc pour qu'elle me génère un vrai revenu, tout en ayant mon activité salariée et ma vie de famille avec 2 jeunes enfants à la maison. Donc ouais, c'est vraiment là j'ai l'impression d'avoir un peu un accomplissement de cette phase. Ouais, une validation parce que jusqu'à présent, tu menais tout de front. Tu étais encore, tu avais encore ton activité, ton métier initial. Oui, D'accord. Ah bon, bah oui, alors. avec tous les aléas, Oui, il y a eu des interruptions là, évidemment. mais oui, oui, j'étais toujours là à temps En partiel. activité. D'accord, ok. Bon, bah, effectivement, oui, tu peux être fier de toi. Si ça fait 2 ans que tu fais ça, j'imagine à quel point c'est intense. Ça fait du bien quand ça s'arrête surtout. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est chouette. Et bah, félicitations à toi, Stéphanie. Alors, on te retrouve évidemment sur ton blog j'aime la paperasse.com, Oui. sur Instagram. Et puis voilà, bah, sur ton blog, j'imagine que tu donnes tous les conseils, enfin tous les, bon déjà qu'il doit y avoir un certain nombre de, effectivement, de conseils. Et puis si on veut te solliciter pour une formation, c'est le bon endroit, j'imagine. Oui, sur mon blog ou même sur Instagram, hein, on peut Ouais, m'écrire directement. Après, je réponds partout de toute façon, sur Instagram, par mail,
Par contre, il vaut mieux éviter de me chercher sur les autres réseaux sociaux parce que j'ai décidé de vraiment me concentrer sur Instagram. D'accord. Eh ben ça Après, marche. on en discute et on voit ce qui peut être mis en place. Et puis tous les conseils, de toute façon, sont disponibles sur mon blog. Eh ben super. Ben merci beaucoup Stéphanie pour tout ton temps et puis pour ces super conseils très pratiques et très opérationnels. Je pense que ça va aider plein de personnes qui se posent des questions parce qu'encore une fois, quand je disais je, c'était pas moi en particulier, mais c'était voilà, j'essayais de représenter toutes les créatrices qui écoutent le podcast et qui se disent tiens, est-ce que c'est pour moi ou pas? Est-ce que finalement l'idée que je m'en fais de quelque chose de compliqué, est-ce que c'est si compliqué ou est-ce que c'est abordable? Et j'ai l'impression que c'est plutôt abordable. Oui. Après, voilà, il faut juste avoir les bonnes clés. Ouais, Tout ça simplement. marche. Bon bah super. Merci encore Stéphanie et à très vite sur Insta. Merci à toi. À bientôt. Me revoici. Merci encore Stéphanie. N'hésitez pas à aller lui faire signe sur Instagram pour la remercier d'avoir pris ce temps pour nous. Vous le savez, régulièrement, je vous invite à commenter et à noter le podcast sur Apple Podcast. Vous êtes plus de 70% à écouter sur ce support et vos avis aident grandement le podcast à se faire connaître. Je les lis tous, évidemment, et à chaque fois, c'est un vrai plaisir de savoir que tout ce travail vous est utile. Je voulais vous lire le dernier en date, laissé par by BLCL. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Merci pour l'énergie. Tellement ravie de ma découverte que j'ai écouté tous les épisodes en 2 mois. C'est une source d'inspiration et de motivation géniale. Ces témoignages sont précieux, ils m'ont tantôt conforté, tantôt fait voir les choses différemment, et ils m'ont aussi appris énormément de choses et fait gagner un temps précieux dans la création de mon projet. C'est vraiment une très chouette idée qu'a eu Mélanie de créer ce podcast. Bravo et longue vie à Fema. C'est super touchant, hein, merci énormément. Vous le savez, chaque épisode me demande une dizaine d'heures de travail au minimum. Et aujourd'hui, on peut pas vraiment dire que je gagne de l'argent en le faisant. J'ai quelques tips, quelques pourboires, mais c'est vraiment une goutte d'eau et ça rembourse encore pas les frais que j'ai eus jusqu'à présent sur le podcast. Bon. Quoi qu'il en soit, vos commentaires et votre soutien, c'est terriblement important pour moi. Donc c'est pour ça que je vous en parle régulièrement. Tout ça, ça garde ma motivation intacte. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram pour continuer l'échange, évidemment. On se donne rendez-vous sur le compte Podcast Fema. Allez, on se retrouve vite pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.